Madame, Monsieur, bonjour. Après la mairie de Lourdios-Icher, après l'Assemblée nationale, Jean Lassalle est depuis quelques jours sur grand écran. Le film Un berger et deux perchés à l'Élysée retrace la campagne du député béarnais lors de la dernière élection présidentielle en 2017. Jean Lassalle au cinéma, mais également Jean Lassalle invité de dimanche en politique. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de dimanche en politique. Alors, vous n'êtes pas président de la République, mais un film, un documentaire retrace votre campagne, notamment toute la recherche des parrainages lors de la campagne en 2017. Ce film devait sortir juste avant le premier tour. Il vient de sortir la semaine dernière, quasiment un an et demi après. Pourquoi ce retard ? Je pense qu'il a constitué un débat à l'intérieur de la campagne électorale. Un jour, un de mes fils, Geoffrey, qui est là, me dit « Tu devrais prendre contact avec Pierre Carles. Il fait des documentaires extraordinaires. Il a fait Bourdieu, il a fait un président équatorien. Il s'est pas mal tapé sur la presse. Tu devrais le voir. » Je lui dis « Prends contact. » Et nous décidons le jour même qu'il faut un film. Deux conditions, j'ai pas un sou à y mettre, et ils sont libres de tout. Et puis... pendant le film, je pense qu'il y a eu un passage, c'est mon voyage en Syrie, qui a un petit peu coupé, si vous voulez, nos relations, surtout de la productrice d'ailleurs. Donc il y a eu un désaccord entre vous et les réalisateurs ? Peut-être, mais sans que je le sache tellement. En tout cas, le film montre un Lassalle qu'on connaît, Jean Lassalle, mais il ne montre pas un mot de mon projet politique. Et ça, si vous voulez, ça m'a fait mal. Parce que je me suis donné beaucoup de mal, j'ai terminé avec une très belle équipe, et ça, le spectateur ne l'imagine pas, parce que personne ne l'a dit. Et comme j'ai eu le sentiment d'avoir été assassiné tout au long de cette campagne électorale, je ne pense pas que Pierre Carles et Philippe Lespinasse, qui sont deux amis, sont donnés mal fous. Les deux réalisateurs de ce film. Et les deux réalisateurs, deux grands artistes, l'aient fait, mais aient voulu le faire. Mais le résultat est quand même celui-là, je l'ai vu, je l'ai regardé, c'est... Voilà, le Lassalle pittoresque, folklorique, un peu, voilà, mais qui n'est pas sérieux, qui n'est pas à son niveau de politique. Si je comprends bien, vous êtes déçu ? Oui, un petit peu, et en même temps, c'est la liberté d'expression. On m'a censuré. Ils ont mis des heures à le faire. Moi, je n'ai pas voulu censurer. Ça aussi, c'est la beauté de la parole donnée. Alors ce documentaire, il montre les coulisses de votre campagne, mais également votre quotidien sur vos terres, dans votre vallée et du côté de Lourdios-Icher. Ce film montre également toutes vos convictions depuis le début, depuis très longtemps. Regardez cet extrait. Jean, Oui. entre ici et l'Élysée, il y a de la route, non? Oui, il y a de la route, mais il y en avait beaucoup aussi entre ici et la mairie devant laquelle on est passé lorsque j'avais 21 ans. Et moi, je savais que ce chemin était considérable. D'ailleurs, une fois que je l'ai eu accompli, j'ai eu le vertige. Adieu! Gravlau! Alors vous n'avez pas été élu, enfin vous n'avez pas passé le deuxième tour, le premier tour, mais vous finissez 7e sur 11 candidats avec 1,5% des suffrages. Qu'est-ce que vous retenez de cet épisode, de cette campagne, de ce combat ? Écoutez, du combat, à vrai dire, pas grand-chose, parce que c'était certainement la campagne électorale la plus faible qu'ait connue la Ve République. Je retiens surtout le sentiment d'avoir été assassiné par l'establishment qui, lorsque je me suis présenté, je faisais partie des 3 députés les plus connus de l'Assemblée. J'avais fait tous les plateaux de télé pratiquement, et du jour de mon annonce de candidature, ça a été fini. Jusqu'au moment où j'ai eu les 500, qui sont devenus d'ailleurs 700 avec quelques signatures, mais à ce moment-là, j'ai eu très peu de temps pour m'exprimer, et puis j'avais fait les parrainages, j'avais fait le projet, j'avais tout établi, j'étais à bout de souffle. Et comme je n'avais pas parlé pendant 8 mois ou 9, vous savez, parler à la télé, c'est répéter, le faire souvent. Je suis arrivé un peu à bout de souffle. J'ai eu le sentiment que je n'avais pas pu
donner le meilleur de ce que j'avais au fond du cœur. Et au fond de vous, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre candidature a été utile à quelque chose, a servi à quelque chose? Sur le coup, non, mais je n'ai pas du tout été perdu, je n'ai pas perdu espoir. J'ai dit que j'avais pris la grande gamelle de ma vie, moi qui avais toujours connu le succès, enfin, des élections de ce type. Par contre, il s'est immédiatement fait avérer un phénomène que je n'avais pas vu, c'est l'affection. L'affection d'abord des jeunes. J'ai fait en suivant pratiquement toutes les plus grandes écoles. J'ai rempli 3 fois le grand amphithéâtre de la Sorbonne, les grandes écoles, jusqu'à ce que d'ailleurs un groupe de jeunes filles totalement manipulées me réserve le problème de la main aux fesses. Vous avez été accusé de harcèlement, d'une main aux fesses. Oui. Ça vous a blessé? Vous avez contesté, vous avez toujours contesté, vous le contestez dans ce film, vous êtes toujours en mesure de contester aujourd'hui, il n'y a pas de mea culpa. Absolument, du tout, comme le montre le film d'ailleurs, avec là beaucoup d'honnêteté, mais ils ont été honnêtes. Non, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais mis un coup de pied à un joueur à terre. Pourtant, il m'est arrivé d'être viril. Et là, j'ai beaucoup aimé les femmes, mais je ne pense pas que ce soit interdit. Mais jamais l'idée ne m'est venue de faire ça. Parce que ça, on ne le fait pas par hasard, vous comprenez. Et alors, pouvoir dénoncer et, au fond, détruire quelqu'un aujourd'hui, parce que quel que soit ce que vous voulez, vous avez vu avec le doyen ici de Sciences Po, où j'ai eu pourtant tant de salles pleines, il a suffi qu'il cède et qu'il ait d'abord des mots très déplacés à mon égard. Eh bien, ça suffit à donner raison à quelques personnes. Et ça, c'est plus la démocratie. C'est plus de la démocratie. Alors, dans ce documentaire, on apprend beaucoup de choses. On vous voit au quotidien. On apprend notamment que vous auriez pu devenir ministre. Regardez cet extrait. Je suis le seul qui refusait d'être ministre de toute ma génération. Le ministre de la guerre, à Hollande, à Sarkozy. Ministre de la Défense? Ministre de la Défense, par d'autres fois. Il m'a dit, tu sais pas, il est plein de tic. Écoute, je comprends vraiment qu'on puisse te prendre pour un con, parce que tu es un con. Hein? Parce qu'il ne pouvait pas imaginer, il me dit, il rentre, tu sais, sur les tapis, il rentre sur les portes pour être secrétaire d'État au chou farci, c'est une expression qu'il a souvent. Et je te propose la défense, parce que tu as une gueule, parce que tu peux dire quelque chose. Donc Nicolas Sarkozy vous a proposé le ministère de la Défense. C'était en quelle année? À quel moment et dans quelles circonstances? Il était déjà très fatigué d'Hervé Morin, qu'il avait pourtant choisi lui-même, en défaisant largement le MoDem, auquel j'appartenais à l'époque. Et ça devait être, voyons, 2004, 2005, puisqu'il a été élu en quelle année? 2007. Donc c'était 2 ans après 2009-2010. Et Jacques Chirac, auparavant, m'a proposé l'agriculture et l'aménagement du territoire. Et alors pourquoi avoir refusé, on parle du ministère de la Défense, pourquoi avez-vous refusé à ce moment-là? C'est ce que j'ai dit à Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que nous fassions ensemble? D'abord, nous n'avons pas d'histoire, nous n'avons pas préparé un projet ensemble. Il y a 6 mois, nous étions encore dans une situation de grande adversité. Et puis, au fond, qu'est-ce que tu peux faire en tant que président, toi? Et qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant que ministre, dans ce contexte? Si je termine au ministère en fermant l'étape de Pau, or, je n'ai pas tellement confiance en toi, est-ce que j'aurais gagné? Et que retient-on des anciens ministres? Est-ce qu'il y a un ministre, au cours de ces 20 dernières années, dont on a vraiment gardé le nom? Je crois que pour être ministre, il faut former une équipe qui est un cap et qui est un futur. Aujourd'hui, il n'y a ni l'un ni l'autre. Et alors, puisque vous avez parlé de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, est-ce que Emmanuel Macron vous a fait des propositions? Oui, Emmanuel Macron, ce n'était pas des propositions. Emmanuel Macron m'a abordé très gentiment, mais Jacques Chirac aussi avec beaucoup de gentillesse, je n'ai vraiment pas à me plaindre. Hein. Et ce n'était pas dans l'effervescence d'un remaniement, c'était en prévision. Et Sarkozy, c'était aussi dans ce cas-là. Et Emmanuel Macron m'a fait savoir très tôt, alors qu'il était encore ministre, il m'a envoyé un SMS que j'ai gardé. Jean, je vois ce que tu fais comme tu vois ce que je fais. J'ai besoin de toi.
j'ai besoin de toi, donnons-nous rendez-vous. Et nous nous sommes rencontrés. Pas tout de suite, parce que je me suis dit, à vrai dire, je n'y croyais pas. Je ne croyais pas en lui. Et puis, bon, j'avais Vous n'aviez vu pas imaginé qu'il devienne le futur président de la République, c'est bien ça? Et puis moi, j'étais déjà candidat aussi. Et il m'a expliqué, après, il m'a dit tout ce qu'on va faire. Je dois reconnaître qu'il y a une chose qu'il a tenue et que nous partagions. C'était mettre fin aux Républicains, au RPR et au Parti Socialiste, qui se passaient les plats depuis 50 ans. Voilà. Ça, il l'a fait. Bon. Mais pour le reste, je lui ai dit, nous n'avons rien en commun, Emmanuel, après l'avoir écouté. Toi, tu as été à l'école jusqu'à 32 ans. Puis tu es rentré chez Rothschild. Puis tu es rentré au secrétariat général de l'Élysée. Moi, je n'ai fait que des élections. Et j'ai eu aussi ma propre entreprise. Tu ne connais pas les rigueurs. Et d'ailleurs, tu ne connais pas la France. Et moi, je ne veux pas être enchaîné comme toi, tu vas l'être. Moi, j'ai besoin d'être ce que le peuple français réclame, une grande indépendance d'esprit de la part de ceux qu'il choisit. Alors, on va parler maintenant de l'actualité de la semaine et des dernières semaines. Jean Lassalle, vous êtes toujours centriste aujourd'hui. On vous situe où sur l'échiquier politique? Alors, j'ai fondé le mouvement résistant lorsque j'ai quitté François Bayrou. J'ai quitté François Bayrou. Alors, pour moi, ce n'était pas une séparation humaine, c'était une séparation politique parce que je ne supportais plus du tout ce que nous faisions. Avoir vu François Bayrou combattre comme il a combattu cette finance féroce qui s'est emparée de nous depuis 30 ans, et puis finalement s'en accommoder, je ne pouvais plus le supporter. Donc j'ai créé Résistant. C'est un mouvement maintenant qui commence, ma foi, à grandir un tout petit peu. Je vais essayer de faire une liste aux européennes. Et c'est un mouvement qui est ouvert. Il y a beaucoup de personnes qui ne votaient plus, de citoyens qui ne votaient plus. Ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est que vous serez candidat aux élections européennes en mai prochain. Oui, il me reste un problème à régler, il est de taille. Un problème et une réflexion. Le problème, c'est 1 million d'euros. Est-ce que vous trouvez normal qu'il faille 1 million d'euros pour présenter une liste aux européennes, qui est pourtant l'élection à laquelle on vote le moins, qui a peut-être le plus d'enjeux? Mais comment voulez-vous que je trouve 1 million? Et comment vont les trouver les autres? Ils vont une fois de plus aller s'attacher à des puissances qui vont les faire chanter dès le lendemain et qui les tiendront comme comme on tient des petits chiens, vous comprenez, dans une niche. Et la réflexion, c'est, est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de se donner autant de mal pour finalement une élection qui ne changera rien? Vous avez très peu de temps pour trouver ce budget. Quelle est la date limite? Quand serez-vous en mesure de prendre une décision définitive? Je dois décider le 20 février, c'est très court. 1 million d'euros d'ici le 20 février. Mais la liste est très avancée par contre. C'est une belle liste, parce que des chefs d'entreprise, des territoires, de l'ensemble des territoires, des maires, beaucoup de maires, de toute sensibilité, des territoires. J'ai quelques artistes, j'ai quelques chômeurs. Je crois pouvoir le dire, quelques gilets jaunes qui sont venus eux-mêmes. Je leur ai dit, écoutez, je ne veux surtout pas vous forcer la main, c'est vous qui prenez vos responsabilités. Je crois qu'elle serait pas mal, il faut la profiler. Hein. Alors justement, les gilets jaunes, ce mouvement qui a débuté il y a plusieurs mois maintenant, que vous aviez probablement senti venir, puisque vous aviez fait ce Tour de France à pied en 2013, vous aviez senti à ce moment-là cette vague de fond qui montait, vous aviez été le seul à le sentir? Ah, j'ai été effrayé. Et j'ai interrompu mon Tour de France, c'est la seule fois où je l'ai fait, parce que j'ai passé 9 mois hors de la maison, 6000 kilomètres, au mois de juin, pour aller rencontrer François Hollande. Je lui ai dit, écoute François, merci de me recevoir, il était président de la République. Je lui ai dit, bon, tu n'as plus de renseignements généraux, mais j'espère que tu es au courant de ce qui se dit, de l'immense colère qu'il y a dans ce pays. Je venais de faire le Nord et l'Est, et j'étais dans la Moselle, la vallée des Anges, etc. Je lui ai dit, mais il y a une révolution qui se prépare. Et personne ne vous a cru à ce moment-là? Non. C'était le début du mouvement des Gilets jaunes, c'était cette perception-là que vous aviez à ce moment-là. Et surtout, je lui ai décrit les bonnets rouges qui ont eu lieu en Bretagne et que j'ai vécu au moment où je suis passé en Bretagne. Et je suis le seul qui réussit à monter des réunions, ce que veut faire M. Macron actuellement. Moi, je l'ai fait pendant tout le tour de la Bretagne, pendant 1 mois et demi. Et j'avais du monde tous les soirs. Donc le constat, vous l'avez fait avec un temps d'avance. Comment ressentez-vous aujourd'hui ce mouvement des Gilets jaunes? Les revendications vous paraissent pertinentes? Quelles sont les revendications qui vous paraissent les plus importantes à gérer aujourd'hui pour désamorcer cette situation? C'est une nouvelle expression du génie français dans son histoire. On croit pouvoir tordre la France. On croit pouvoir la mener comme on avait un animal à l'abattoir. Et soudain, ce peuple qui lui-même s'est déclaré souverain, au pays des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, trouve
une astuce pour échapper à toutes les prisons. Et il exprime avec une justesse et une intelligence toutes les inquiétudes et les peurs de notre temps. On vous a vu soutenir ces gilets jaunes à l'Assemblée nationale avec un gilet jaune, justement. C'est une manière de vous mettre en osmose avec le mouvement, mais il va falloir trouver des solutions ensuite. Quelles sont les démarches qu'il faut effectuer, les prises de position politiques et les changements radicaux pour que les choses avancent aujourd'hui? Je ne dirais pas me mettre en osmose, parce que j'avais bien lu ce qu'ils avaient déclaré, je les ai soutenus dès le premier jour. J'ai vu, ils ont dit, nous ne voulons pas être politisés, ni être récupérés. Nous sommes un mouvement d'inspiration citoyenne, certains ont ajouté révolutionnaire. Voilà ce que nous avons à dire et voilà comme nous le dirons. J'ai dit bravo. Et donc je n'ai pas voulu, contrairement d'ailleurs à d'autres leaders politiques, tenter de les attirer. J'ai simplement accompagné le mouvement. Si j'ai mis le gilet jaune, c'est dans un souci de réconciliation des Français. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient soutenus par 80% des Français. Et l'Assemblée nationale, c'était un sujet tabou, personne ne voulait en parler. Et M. Castaner, le ministre de l'Intérieur, s'apprêtait à les mettre plus bas que terre dans une intervention qu'il allait faire publiquement. Donc j'ai parlé à ce moment-là. Ce débat qui est lancé, qu'Emmanuel Macron a souhaité, est-ce une bonne idée? Est-ce que c'est la manière de gérer les choses dans cette situation? Est-ce que c'est utile? En tout cas, c'est une bonne idée. Il aurait mieux valu qu'il m'écoute avant. Parce qu'il savait, lui, ce que j'avais fait, puisque nous en avions parlé. Il savait le rapport que j'ai produit, en plus de mon livre. Pourquoi ne s'est-il pas inquiété à ce moment-là? Il y avait beaucoup d'inquiétudes. Tout le monde le disait, l'armée, les généraux, les policiers, il n'y avait pas que le tiers-État, si je puis dire. Il n'a pas bougé à ce moment-là. Et il a dit en marche, il dit s'être inspiré ensuite de tout ce qu'il avait entendu. Mais alors, pourquoi n'a-t-il pas voulu entendre? Maintenant, bien, c'est un début, c'est d'inspiration révolutionnaire, c'est très loin d'être fini, parce que nous n'avons pas compris, les élites n'ont pas compris exactement ce dont il s'agissait, et nous répondons de travers. Emmanuel Macron, le premier, il n'a pas compris que ce peuple, ce vieux peuple, a besoin avant tout de démocratie. Il a besoin d'explications au fond pour pouvoir s'engager, pour pouvoir refaire peuple et choisir de nouveau un futur qui ne lui appartient plus. Alors Emmanuel Macron a souhaité qu'il y ait de nombreux débats pour expliquer la situation. Les débats se multiplient un peu partout en France et dans la région. Et à Pau, c'était le week-end dernier, François Bayrou a écouté justement les revendications. Regardez ce reportage. La salle était pleine et le débat a duré 6 heures. 6 heures de discussion parfois houleuses. Tu les laisses parler ou pas? Merde! Et souvent émouvantes. Moi, je veux pouvoir vivre du travail. Je n'ai pas envie de faire l'aumône. Et qu'est-ce qu'on est obligé de faire là? Qu'est-ce que je suis obligée de faire? De dévoiler tout ce genre de choses devant des gens que je ne connais pas. Et vous croyez que c'est bien? Quelques gilets jaunes sont présents. Certains déçus partent au bout d'une heure, mais la plupart des participants restent. Dans la salle, tous les âges, tous les milieux, quelques problématiques se dessinent. Le régime social des indépendants, le chômage, les retraites. Au final, de nombreuses prises de parole et quelques propositions plus ou moins bien accueillies. Il est censé être représenté par l'Assemblée nationale. Or, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, on n'a pas vraiment l'impression qu'elle représente l'ensemble du peuple français. Donc, moi, ce que je propose, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est qu'on peut déjà être tiré au sort pour être juré d'assises. On pourrait parfaitement être tiré au sort pour participer au gouvernement. Eh bien, moi, je suis en désaccord complet. Je trouve que le tirage au sort, c'est l'abandon de la responsabilité d'un citoyen. Jean Lassalle, que restera-t-il de tout cela, de tous ces débats? Que doit faire Emmanuel Macron de toutes ces propositions? D'abord, je pense que puisqu'il s'y est engagé, il doit d'abord écouter. Il y a un déficit d'écoute considérable. Deuxièmement, il doit dire ce qu'il sait, notamment de la dette. Pourquoi cette dette égale au PIB en France? Et les 50 millions d'intérêts, sans parler du capital que nous remboursons tous les ans. Et puis, il doit parler davantage et autrement de l'Europe qui reste une très grande interrogation. Et puis, vous savez... Est-ce que ce n'est pas une manière de créer une frustration? S'il n'y a pas de réponse à ces questions, à ces propositions, cela va générer des frustrations, des désaccords. Moi, j'avais écrit il est minuit moins 10. Maintenant, c'est minuit moins 5. Si Emmanuel Macron, mais pas lui seul. Moi, je propose un concordat, un accord national sur ce problème-là, parce qu'il y va de l'avenir de notre pays. Et moi, je veux que ce changement soit un changement pacifique. Et nous pouvons le faire avec l'intelligence, parce que les gilets jaunes, je les ai vus,
ils ne veulent pas la guerre civile. Ils ne veulent pas. Ils sont d'inspiration révolutionnaire. Mais de l'autre côté, les policiers et les gendarmes ne veulent pas leur taper dessus. Mais les Gilets jaunes ont trouvé une famille qu'ils n'avaient plus. Ils ont trouvé un jeune de 20 ans qu'ils avaient peut-être perdu. Et on a trouvé surtout des hommes qui avaient des tempes blanches et qui sont des anciens managers, qui ont été de hauts fonctionnaires, qui ont été des chefs d'entreprise. Et c'est pour ça que ce mouvement tient, parce qu'il régénère toujours des idées. Actualité de la semaine également, l'usine Ford de Blanquefort que vous connaissez bien, et vous connaissez bien également Philippe Poutou, qui est donc un délégué syndical de cette usine. La Directe a refusé cette semaine, n'a pas validé le plan proposé par Ford, ce qui laisse un espoir de proposition à nouveau pour un repreneur. Que pensez-vous de cette situation, de Ford en général, et du principe de cette usine qui est véritablement menacée aujourd'hui? Ah, moi, là, vraiment, je trouve, je ne veux pas être désagréable, mais je trouve insigne la faiblesse d'Alain Juppé et d'Alain Rousset, qui sont quand même les deux personnalités les plus en vue de la région, qui pèsent sur Bordeaux. Et je me demande qu'est-ce qu'ils font. Mais que peuvent-ils faire face à cette multinationale? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce que je pouvais faire, moi, quand on perdait 500 000 entreprises en France et qu'on en arrachait une? Une grève de la faim? Il faut qu'ils fassent aussi une grève de la faim? Ils ont les moyens fait de faire autre chose. Quand on est maire de Bordeaux, une des plus grandes villes, on a d'autres possibilités. Quand on est conseiller, quand on est président de la plus grande région de France, qu'on compare à l'Autriche, on a d'autres moyens. Mais laisser ce silence, je veux vous dire, ça nourrit en grande partie, parce que je suis en relation avec beaucoup de gilets jaunes à Bordeaux, la frustration. Tous ces centaines d'emplois perdus, alors que Ford ne va pas disparaître. Mais c'est terrifiant pour l'Aquitaine. C'est un signe d'abandon dans Vous une estimez région que qui va bien. les politiques ne sont pas à la hauteur de la situation? Ah, pas du tout. Et là, je suis vraiment très déçu de leur culpabilité, de leur attitude, de leur lâcheté. Vraiment, ça fait mal aux tripes. Vraiment. Autre dossier cette semaine qui concerne votre vallée, et notamment l'aménagement de la route 134 entre Pau et le Somport, un axe de circulation très, très important. Cette semaine, la secrétaire d'État chargée des Transports a annoncé la participation financière. Elle a confirmé la participation financière de l'État pour la déviation Oloron-Sainte-Marie. Est-ce que c'est un soulagement pour les habitants de la vallée, pour vous-même? Non, c'est rien du tout. C'est le dossier le plus douloureux de ma vie. C'est pas suffisant pour vous, c'est ce que vous dites? Non. Et puis, bon, il faut reconnaître là, il n'y a que l'État qui participe. Bon, vous avez 3 tronçons. Bordeaux-Pau, 10 millions. C'est surtout l'État. Le contournement d'Oloron, c'est le Conseil général et le département dans le cadre du contrat-plan. Le Conseil général et l'État. Et le sud d'Oloron jusqu'au Somport, là où il y a les plus gros risques, là où les camions tombent à l'eau en empoisonnant le Gave, eh bien, il y a 7 malheureux millions d'euros et rien de la région. Je ne comprends pas qu'Alain Rousset, qui a voulu avoir une maison à l'Esquin, à Vallée d'Aspe, qui s'en félicite partout, tous les jours, ne bouge pas le petit doigt. Certes, il veut avancer le train, mais le train, il en a pour 50 ans, au risque où nous allons. Pendant ce temps, les camions passent et nos déviations ne sont pas là. Les habitants sont exaspérés et la route est un véritable danger. C'est un cimetière ouvert. À ce stade, quel est le calendrier pour que les choses avancent? Vous devrez attendre encore combien de temps pour que l'argent soit sur la table, pour faire une déviation et une route qui soit sécure? J'ai dit à la ministre, et nous avions pris d'ailleurs une initiative avec Frédéric Espagnac d'aller la revoir pour essayer de relancer, c'est de rouvrir le contrat de plan là-dessus, parce qu'il y a quand même de l'argent, et de mettre une première tranche significative. On n'a rien mis depuis 20 ans, les avalanches sont là, tous les pires ingrédients contre la sécurité sont là, de rouvrir ce dossier et de faire que la participation permette au moins de sécuriser dans un premier temps. Autre dossier qui vous tient à cœur, la trésorerie de Bedous, qui a été longtemps menacée, visiblement est maintenue, en tous les cas pour l'instant. Vous l'avez sauvée, cette trésorerie de Bedous? C'est un combat qui est gagné définitivement ou il y a toujours une menace qui pèse? Mais rien ne tient aujourd'hui dans ce pays. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui devrait être dénoncé. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'inviter. Parce que aucun média parisien ne m'invite. Même vos copains de France 2. Depuis les dernières élections. Alors que Marion Le Pen, qui n'a aucun mandat, est invitée à tour de bras. Et, bon, je ne demande pas aux 9/10 de la télévision et de la presse écrite française de m'inviter, ils appartiennent tous au 440. Mais où est la liberté en France? Si j'avais la liberté de m'exprimer comme tous les autres,
je mettrai ces sujets sur le devant de la scène. Je ne le peux pas. Il y a un déficit de liberté d'expression en France qui est purement effrayant. Si j'avais vécu cela pendant 40 ans, je ne serais jamais resté dans la politique. Vous avez également un dossier qui a été important dans votre vallée, dans les Pyrénées, en fin d'année, c'est la réintroduction de 2 ours. Comment vont ces ours aujourd'hui? Voyez, ils sont en hibernation, ils dorment? Là aussi, et ça me permet de faire le joint avec la perception que je n'ai pas eu fini le temps de traiter, le ministre a dit oui pour la perception. Et je finis avec les ours. Et donc, c'était réglé. Et puis, entre-temps, la directrice... On parle de Bedouce, de la perception de Bedouce, là, en ce moment. Hein. Comment? On parle de Bedouce, là, et de la perception. Oui, de la perception. Voilà. Il nous reste 1 minute, j'aimerais qu'on vous dise vraiment quelques mots sur les ours. Oui, oui, je le dis, de Bedouce. Et tout d'un coup, c'est la directrice des finances publiques qui a repris le dessus et qui a mis le ministre de côté. Et depuis, nous en sommes là. Le préfet a été déplacé sur cette affaire. Et on dit très fortement que c'est à cause de la perception, alors qu'il venait d'être nommé chargé de l'avenir des services publics. Vous voyez jusqu'où ça va. Et aujourd'hui, nous avons une perception qui est rouverte, mais rouverte pour rien. En ce qui concerne les ours, c'est une indignité absolue de l'État. Vous êtes contre la réintroduction des ours dans les Pyrénées? Mais oui, parce que j'ai pourtant été pour. Mais à l'époque, il y avait 7 ours dans le Béarn. Il n'y en avait nulle part ailleurs. Il n'y avait pas un seul loup en France. Et il fallait sauver ce qui restait dans le Béarn. Et ce qu'a fait l'État est une ignominie à l'égard de l'ensemble du peuple pyrénéen. Jean Lassalle, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Et merci de rester ouvert à ce que la France aime le plus, avec l'Aquitaine, qui sont des terres d'indépendance d'esprit. Je rappelle que donc, le documentaire Un berger, 2 perchés à l'Élysée est dans toutes les bonnes salles et qu'on peut le voir donc actuellement. Jean Lassalle, merci. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, le flash de la mi-journée. Excellent après-midi.